Ok, il est l'heure. Il est l'heure de regarder la dernière vidéo de Mathieu Burgalassi pour Blast, de sa nouvelle émission qui s'appelle... C'est quoi le nom de l'émission? Je me souviens plus. Checkpoint. C'est Checkpoint, donc c'est vraiment une émission qui parle de l'extrême droite et qui essaye de dégrossir, de débunker tout ce qui est un peu les arguments de l'extrême droite. Je dirais que c'est ça, c'est comme ça qu'on peut le décrire. C'est un petit format de 10 minutes qui est très sympa, de Mathieu Burgalassi. Et aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur le négationnisme, les faussaires de l'histoire. Donc le négationnisme, pour ceux qui ne savent pas, de toute façon il va l'expliquer, c'est cette idéologie qui consiste à dire de... Ah oui, Shoah direct, j'ai cliqué sans faire exprès. C'est cette idéologie qui consiste à dire que la Shoah, le génocide nazi, tout ça c'était un peu des conneries, ça a jamais existé, ou alors oui, il y a eu pas mal de juifs qui se sont fait tuer, mais c'était pas l'extermination qu'on nous vend, etc., etc. Donc c'est un truc qui est un grand classique de l'extrême droite française. Il y a plein de grands intellectuels, de pseudo-intellectuels de l'extrême droite française qui ont défendu cette idéologie, avec toujours le concept antisémite derrière, de dire oui, les juifs ils mentent, et puis ils ont instrumentalisé ce truc-là de la Seconde Guerre mondiale, à dire qu'ils se sont fait exterminer, mais pour mieux asseoir leur domination sur les peuples derrière, car ce sont eux qui tirent les ficelles, etc., etc. Donc ça s'inscrit dans toute une idéologie antisémite d'extrême droite qui existait avant la Shoah, largement, hein, et qui a amené de toute façon à la Shoah. Et du coup, après, il y en a qui ont fait... Et non, ça s'est jamais vraiment passé. Donc il y en a un qu'on connaît très bien, c'est Robert Faurisson, qui est un peu le négationniste en chef en France, et qui a été relayé par des personnes comme Dieudonné et Alain Soral. Voilà, et le moment où Dieudonné a définitivement franchi le Rubicon du complotisme antisémite, c'est quand il a accueilli Robert Faurisson sur scène et qu'il est en mode genre « Moi j'écoute tout le monde, ils ont des choses intéressantes à dire. » Oui. Ah, dire que les juifs ont menti sur le génocide qu'ils ont subi juste pour pouvoir mieux contrôler le monde derrière. Oui, c'est intéressant. Ça serait intéressant, à la limite, s'il y avait des données qui appuyaient ça. Mais c'est des théories qui sont intégralement affirmées par tout l'état de la recherche, tous les jours. La Shoah, c'est un des trucs qui a été le plus étudié en sciences sociales, en plus. Donc c'est pour ça. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. Ce sont des faussaires de l'histoire. Comme va nous l'expliquer ici le camarade Mathieu Burgalassi, qu'on salue bien sûr. C'est parti. Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé les poux. Tu sais ce qui m'énerve? Alors moi, disclaimer, tu sais ce qui m'énerve? Moi, les trucs de négationnisme, c'est vraiment, ça me fout en rogne ultra vénère, parce que bon, pour ceux qui savent pas, je suis descendant de juifs déportés. Moi, mon arrière-grand-mère est morte à Auschwitz en août 1942, après s'être fait rafler au Veldiv, probablement dans une chambre à gaz, du coup. Voilà. Non, ils ont gazé les poux. Ah oui, bah ok, vas-y. M'énerve quand on fait mentir l'histoire. Voilà, petit disclaimer en ce qui me concerne. J'ai un rapport avec toutes ces histoires. C'est pour ça que le sujet du négationnisme et de l'antisémitisme de manière générale, du négationnisme en particulier et de toutes ces théories-là, c'est un truc qui me tient un petit peu à cœur. En plus, j'en ai déjà parlé longuement en live, mais moi j'ai un de mes meilleurs potes à l'époque, il y a longtemps, qui a viré soralien petit à petit, complotiste bizarre. Donc c'est des trucs, moi c'est des sujets qui m'intéressent depuis un long moment, ces trucs-là, quoi. Voilà. Dire qu'à Auschwitz on a gazé que des poux, c'est une manière de dire qu'on n'y a pas tué des gens. C'est une falsification de l'histoire qui a un nom, le négationnisme, et c'est extrêmement grave. Le négationnisme, c'est une idéologie... Alors c'est négationnisme, hein, c'est pas mégationnisme, ça n'a rien à voir. ...qui apparaît juste après la Seconde Guerre mondiale. En France, elle est d'abord défendue par d'anciens collabos. Leur idée, dire que l'extermination des juifs par le régime nazi n'est qu'un mensonge propagé par les juifs eux-mêmes. Soi-disant, il n'y aurait jamais eu de camp de la mort et l'Holocauste ne serait qu'un vaste complot. Ça peut... Oui. Bah, pour des collaborationnistes, c'est aussi une manière un petit peu de dire non, mais l'Allemagne nazie, c'était pas, ça va, oui, c'était la guerre, ils étaient en guerre contre nous. Bon, c'est la première fois qu'on fait la guerre contre l'Allemagne, ça va, hein. On a fait la guerre en 70, en 14, là c'était la guerre de 39, mais voilà, on se bat avec l'Allemagne, comme d'hab. C'était une manière de laver un peu les nazis de leur péché, même si péché c'est pas vraiment le bon terme à utiliser, pour se blanchir eux-mêmes, quoi, évidemment. Alors je tiens juste je voulais vous montrer un truc parce que j'ai regardé un peu la description de la vidéo juste avant. Justement la bibliographie, hein. Voilà. Bon, c'est pas un secret que Mathieu Burgalassi, dans son éthique de travail, il est archi sérieux, il a écrit des bouquins et tout. Mais là, je veux dire, la bibliographie, il y a de quoi faire. Hein. Il y a quand même quelques bouquins. Hein. Il y a quand même quelques bouquins là-dessus. Hein. Donc allez-y, c'est quoi votre bibliographie, les négationnistes? Ils en ont pas. Bref. Ça peut paraître bizarre de faire ça, mais dans le contexte de l'après-guerre, ça suit une certaine logique. En fait, c'est une manière pour des hommes qui ont activement collaboré avec le régime nazi de se racheter une conscience. Ben oui, s'il n'y a pas eu de camp ou de génocide, le Troisième Reich n'est plus un régime politique. J'en parlerai peut-être en temps voulu, Liloun le Rouge, mais là, on fait le réact. Criminels et ceux qui ont collaboré n'ont pas été partie prenante d'un massacre inhumain. En inversant la responsabilité, les négationnistes veulent donc se faire passer pour des victimes et échapper ainsi au jugement de l'histoire et des tribunaux.
Le problème pour les négationnistes, c'est qu'il y a eu des camps et un génocide qui a tué 6 millions de personnes juives, 500 000 voyageurs et voyageuses, au moins 15 000 personnes LGBT et 270 000 personnes en situation de handicap. Ok, c'est bien de rappeler les chiffres comme ça aussi parfois. Effectivement. Ça fait du monde, hein. Quelle horreur, quelle horreur. En fait, même pendant les grands procès qui suivront la Seconde Guerre mondiale, si personne n'a vraiment voulu assumer la responsabilité du génocide nazi, personne n'a non plus osé dire qu'il n'avait pas eu lieu. C'était juste beaucoup trop absurde de nier un truc pareil. Du coup, dans les premiers temps, les seules pseudo-preuves que vont trouver les négationnistes pour soutenir leur idéologie... Bon, ces musiques aléatoires derrière les vidéos au ton grave, ça me bute, par contre, faut vraiment arrêter ça. Je vois ce que tu veux dire sur la première, mais après, c'est pas totalement aléatoire parce que c'est le format c'est ce format-là, là, depuis le premier épisode. À chaque fois, il porte des espèces de petites chemises à fleurs, voilà, c'est son côté un peu JDG. Mais c'est un kimono, ça, c'est même pas une chemise. En vrai, il était grave beau son kimono à fleurs. J'avais même pas capté à quel point il était stylé. Avis sur le kimono à fleurs? Je le trouve vraiment, vraiment classe. J'aime bien, moi, ça. Donc, comme à chaque fois, il a des espèces de vestes à fleurs. Donc là, ils ont mis une petite musique un peu en mode Hawaï, quoi. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Sont très fragiles. Par exemple, ils vont énormément relayer le témoignage d'un certain Thiès Christophensen sur le camp d'Auschwitz-Birkenau. Je vous lis un extrait, vous allez voir l'imposture. Donc à Auschwitz-Birkenau, il y a eu deux Auschwitz, c'était Auschwitz II, Birkenau, et c'est là où il y avait les chambres à gaz et où c'était vraiment camp d'extermination. C'était plus dans mes souvenirs, Auschwitz 1, je suis pas, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais dans mes souvenirs, Auschwitz 1, c'était plus vraiment le camp de concentration un peu classique de travail forcé où tu as un taux de mortalité qui est absolument démentiel de toute manière. Hein. C'était déjà des camps de la mort, mais c'est un camp de concentration. Et à côté, il y avait les camps d'extermination où là, le but, c'était même pas faire du travail forcé, c'était de manière industrielle tuer un maximum de gens avec les technologies créées exprès pour ça. Comme par exemple les chambres à gaz, quoi. Donc la partie Auschwitz II, Birkenau, c'est la partie camp d'extermination. La partie Auschwitz I, c'était la partie camp de concentration, quoi. Voilà, je suis allé en septembre, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Le détachement de Birkenau était formé de gens... Donc il y avait des camps d'extermination et des camps de concentration. À la base, tout le système concentrationnaire et d'extermination nazi, à la toute base, c'était juste un système assez classique de camps d'internation d'opposants politiques, à la toute base, qu'on appelle des camps de concentration en réalité. Et très vite... Ça s'est appuyé sur ces premiers camps où à la base on déportait des opposants politiques, etc. pour devenir de plus en plus violent. Et à partir de 1942, justement, et de la mise en place de ce qu'on appelle la solution finale, là, tout ce système concentrationnaire s'est transformé petit à petit en système exterminatoire et génocidaire, et plus juste concentrationnaire, avec la création de camps qui étaient dédiés uniquement à tuer, et pas à... c'était pas des genres de prisons. C'était plus des espèces de camps de travail et d'internement, c'était vraiment des camps d'extermination, et ça, c'est à partir de 42. Donc il y a plusieurs camps qu'on appelle des camps de concentration qui, en vérité, sont des camps d'extermination, quoi. Dont le plus connu, c'est Auschwitz II, Birkenau, mais après, il y en a d'autres. Je crois, c'est Treblinka aussi, je crois. Treblinka, c'est un camp d'extermination. Et tous ces camps d'extermination-là, pour leur écrasante majorité, c'était en Pologne. Voilà. Oui, l'industrialisation de la mort, exactement. Une question, le négationnisme ne concerne-t-il que la Shoah? Alors des mots comme négationnisme ou révisionnisme, c'est des mots qu'on peut utiliser pour tout un tas d'autres trucs, mais quand on parle de l'idéologie négationniste en France au XXe siècle, XXIe siècle, c'est pour parler du négationnisme par rapport à Auschwitz et à la Shoah. Historiquement, c'est comme ça que le mot a pris, mais on peut utiliser négationnisme pour d'autres choses. Et révisionnisme, en gros, le révisionnisme, c'est réinventer un peu l'histoire pour tenter de défendre une idéologie. Le négationnisme est une forme de révisionnisme, mais on peut parler de négationnisme pour d'autres choses que la Shoah. Mais même si c'est très associé à la négation de la Shoah, négationnisme, quoi. Voilà, on peut parler de négationnisme colonial, tout à fait. C'est le genre de mot, après, dont on a le droit de s'emparer pour d'autres situations historiques, évidemment, mais historiquement, il me semble que négationnisme est quand même très rattaché à la négationnisme de la Shoah, quoi. Voilà. Mais c'est pas un mot qui est exclusif à ça, voilà, on peut parler d'autres choses. Il chantait des chansons polonaises et les tziganes... Attends, du coup, je retourne en arrière. Ok, donc les négationnistes, vous voyez, hein, donc pour le débunkage de sa vidéo, on a tout ça comme bibliographie. Ça va? Voilà sur quoi s'appuient les négationnistes. Vous êtes prêts? Nicolas Patin n'aime pas le temps de concentration, il préfère le terme de centre de mise à mort. Ok, d'accord. Je connais pas spécialement. Mais oui, parler de camp de concentration, pour parler d'un camp comme Auschwitz II, Birkenau, en tout cas, effectivement, c'est un centre de mise à mort, un camp de la mort, un camp d'extermination. Centre de mise à mort, camp d'extermination, c'est à peu près pareil, quoi. Mais c'est vrai que pour un truc là où c'était vraiment les chambres à gaz et compagnie, qui avait même pas volonté de faire travailler qui que ce soit, et c'était juste le but, c'était de tuer, et c'était la finalité de tuer. C'était pas enfin voilà, quoi. On peut parler de camp d'extermination ou de centre de mise à mort, tout à fait. Je vous lis un extrait, vous allez voir l'imposture. Le détachement de Birkenau était formé de gens gays.
En travaillant, il chantait des chansons polonaises et les tziganes exécutaient leurs danses. Le colonel avait obtenu qu'une fois par semaine, la camionnette du cinéma en campagne vienne dans notre camp. Bon, c'est ridicule. Sur l'horreur d'Auschwitz, on a des photos, des milliers de documents. C'était comme ça Auschwitz de Birkenau? Ah bah ça va alors. Alors moi, j'aimerais savoir un truc, désolé, je vais reparler de moi. Moi, mon arrière-grand-mère a été raflée du coup en 42 au Veldiv. Après, elle a fait genre 3 mois dans un camp d'internement à Drancy en attendant d'être déportée. Elle a été déportée à Auschwitz de Birkenau en Pologne, par train. Et acte de décès à l'appui, c'est dans les trucs gouvernementaux français, il y a toutes des archives et tout là. Elle est morte en août. Donc si elle a été raflée en juillet et qu'elle est morte en août, comment ça se fait qu'elle est morte si rapidement? Si c'était gay comme ça, Auschwitz de Birkenau, j'ai du mal à comprendre ça. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, quoi. Administratifs, des témoignages concordants de rescapés, de membres des Sonderkommando, de hauts responsables nazis et de soldats alliés présents à la libération du camp. Petit à petit, je me suis approchée d'une fenêtre et j'ai regardé à l'intérieur. Et j'ai vu une salle de 6 mètres sur 6 environ, qui était pleine de cadavres. Et on a bien compris bien après que c'était la chambre à gaz. Personne ne décrit un endroit gay où on chante, on danse et où on va au cinéma. Le docteur Johann Paul Kremer, l'un des médecins SS qui participa au gazage à Auschwitz, dira même à propos du camp qu'il était pire que l'enfer de Dante et qu'il s'agissait de l'anus mundi, l'anus du monde. Okay. En fait, la réalité, c'est que... Sonderkommando, c'est ceux qui remplissaient les fours, c'est ça? Oui, c'est les commandos des cendres. Sonder, ça veut dire cendre. C'est hardcore. Là, c'est assez hardcore ce que je veux dire. C'est certains juifs dans les camps d'extermination, parmi ceux qui peut-être étaient les plus robustes, on va dire. Je sais pas exactement. Mais certains étaient choisis et leur rôle, bon, en attendant de se faire tuer, hein, ils étaient évidemment, leur rôle, c'était d'aller récupérer même pas dans les cadavres, mais dans les cendres, parce qu'en gros, du coup, après, ces tas de cadavres étaient mis dans des fours crématoires de manière totalement industrielle, quoi. Et du coup, il y avait des Sonderkommando qui étaient aussi des prisonniers des camps, qui allaient fouiller les tas de cendres de leurs congénères brûlés et tués pour aller récupérer les bagues, les bijoux, les dents en or, les trucs comme ça, quoi. Et il y en a pendant des mois, leur métier, c'était d'aller fouiller dans la cendre des corps en décomposition pour aller récupérer des trucs dedans. Et pour certains, c'est même comme ça qu'ils ont pu survivre, quoi. Parce que du coup, ils servaient à quelque chose dans le camp, ils se sont fait tuer en dernier. Et certains, ils sont pas fait tuer, comme ils se sont fait tuer en dernier, au final, il y a eu la libération des camps avant, quoi. Donc il y a des gens, enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des gens qui ont fait des témoignages. Leur manière de survivre là-dedans, ça a été de faire ça. C'est hardcore, hein. C'est vraiment hardcore de fou. Ouais, c'est Sonderkommando, c'est ça, commando spécial. Ah non, Sonder, ça veut dire spécial. J'ai rien dit, pardon. Sonder, je pensais que c'est comme Sender, enfin cendre, quoi. Ok, j'ai rien dit. Le Fils de Sol, film chef-d'œuvre sur le sujet. Ok, d'accord. Pièce Christopher Tsen qui dit qu'Auschwitz. Ok, c'est eux qui vidaient les chambres à gaz et qui faisaient tout ça, quoi. C'est hardcore de chez hardcore. On était très très content et que citent tous les négationnistes. C'est un affabulateur. C'est un ancien SS qui avouera à une journaliste en 1990 avoir menti consciemment pour déculpabiliser ceux qui, comme lui, ont participé aux atrocités nazies. Les négationnistes sont donc des menteurs qui citent d'autres menteurs et qui se convainquent les uns les autres de leurs propres mensonges. Et ce jeu de faussaire va trouver son champion en 1978 quand un universitaire, Robert Faurisson, va affirmer être capable de démontrer scientifiquement que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Résolument. Le truc, c'est qu'il pue la merde, Robert Faurisson. En termes de... Bon, il pue la merde, oui, c'est un genre de nazi, évidemment qu'il pue la merde. Mais je veux dire, en termes d'éthique de travail et d'honnêteté intellectuelle, il est nul à chier. Il se base sur des espèces de trucs, c'est du complotisme de bas étage, quoi. Et le fait qu'un mec comme Robert Faurisson, qui a commencé à faire son beurre là-dessus en 87, ait été remis en avant par des mecs comme Dieudonné et Soral et qui a eu une espèce de hype autour de ça dans les années 2000, hein, il y a pas si longtemps, c'est grave. Et alors, pour comprendre ce qu'il y a à redire sur Dieudonné, sur Soral et compagnie, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque et qui ont vu tout ce truc-là, c'est cette idéologie-là qu'ils ont remis au goût du jour, avec un côté un peu fun, avec un côté rigolo, un peu post-ironique chelou, quoi. Et moi, quand je revois du Dieudonné ressurgir et du Soral ressurgir ces derniers temps-là, c'est d'une gravité, quoi. C'est très très chaud. Sur Twitter, je vois de plus en plus des trucs de Dieudonné, Soral ressurgir. Avec parfois des trucs limite un petit peu négationnistes sur les bords. Ça peut arriver. Il y en a qui whippinent tout, quoi. Et enfin, pour moi, c'est inadmissible, ça. C'est inadmissible. Provocateur, Robert Faurisson continue de nier l'Holocauste, une thèse maintes fois réfutée. Cela ne l'empêche pas de réaffirmer sa version de l'histoire. Ça va susciter un très grand intérêt du côté des négationnistes, car c'est la première fois que leurs mensonges vont trouver une base pseudo-scientifique. En quelques jours, Robert Faurisson devient leur star et déclenche une polémique qui durera des années. Problème, Robert Faurisson, il n'est pas historien. C'est un Voilà, Dieudonné, il allait faire semblant de pleurer au mémorial de la Shoah. Je
crois que c'était à Auschwitz même, c'était même pas au mémorial de la Shoah, hein. Je crois que c'était directement à Auschwitz. Il a porté un chapeau de Robert Faurisson que Robert Faurisson lui avait offert. On est à ce niveau de fils de puterie, hein. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Et il y en a maintenant qui vont se prendre en photo avec lui tranquillos, comme si de rien n'était, quoi. Enfin, bref. Professeur de littérature en mal de célébrité qui vient dans une discipline qu'il ne maîtrise pas. Et ça se ressent à la lecture. Ses pamphlets sont truffés d'erreurs et d'approximations et sa méthode est inexistante. En gros, il ne tient compte que d'un... Merci le Lazy Soul. Merci beaucoup. Merci pour ton 18e mois. Petit shout-out le Lazy Soul, parce que là on parle de sujets durs, on parle de politique toute la journée. Si vous voulez vous détendre, allez sur la chaîne de le Lazy Soul, écoutez ces super DJ sets. Garanti ou remboursé. Si vous aimez pas ça, si vous aimez pas la musique, voilà, c'est mon avis. Très petit nombre de documents qui vont dans son sens et ignore tout le corpus disponible qui invalide sa thèse. Il ignore par exemple les témoignages d'anciens SS comme Ottmar Trenker qui reconnaît l'existence des chambres à gaz, et même celui du commandant SS Kurt Hubert Franz qui affirmait pourtant les chambres à gaz. Merci Sebzer. Merci beaucoup Sebzer. Moins présent ces derniers temps mais toujours abonné. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton 16e mois. Ont fonctionné, ça ne se discute même pas. Il ignore aussi les écrits de Goebbels et Himmler qui parlent tous les deux de l'extermination des juifs, les discours... Mais ça, c'est là que tu vois que les négationnistes, c'est vraiment des espèces d'immenses teubés, quoi. T'as les organisateurs de la Shoah qui disent bah ouais, on a exterminé les juifs, ils sont en mode genre non, ça s'est jamais passé en fait. Ouais. Pour d'Hitler sur le sujet ou le témoignage d'Eichmann. Je suis allé voir Dieudo en spectacle à une époque, mais c'était avant son cirque avec Faurisson. Bah, son Dieudonné à l'ancienne, il y a longtemps, il n'y avait pas de souci. Hein. Il y a un moment donné précis où il a commencé à totalement vriller, et après il a fait vraiment de tout ça son fonds de commerce, quoi. Et c'est dégueulasse, quoi. Et franchement, le mal que ça a fait. C'est pareil, j'avais plein de potes qui étaient à l'époque. Hein. À l'époque, j'avais plein de potes qui étaient fans de Dieudonné, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui étaient potes avec lui, genre même qui étaient fans de lui avant qu'il se barre en couille. Mais je veux dire, entre le moment où il y avait des gens qui étaient fans de Dieudonné pour des bonnes raisons à l'époque où c'était juste un comédien et un humoriste de talent. Entre ce moment-là et le moment où les derniers ont fini à se désolidariser de lui, je veux dire, il y a eu tout un moment d'entre-deux où il emmenait plein de gens avec lui. Il emmenait plein de gens avec lui dans le complotisme antisémite et le négationnisme et ce genre de choses, quoi. Et pour plein, vu le capital sympathie qu'il avait auprès de tout un tas de gens, et en plus tout le cirque anti-système qu'il a fait en mode regardez, Manuel Valls veut m'abattre, du coup vous êtes de mon côté ou de celui de Manuel Valls. Je veux dire, toute cette idéologie, tout ce truc dont on parle, ça a vraiment eu un regain de popularité dans pas mal aussi dans la jeunesse et dans des générations qui de base n'ont rien à faire avec l'extrême droite négationniste pendant les années 2000, quoi. C'est chaud. Qui reconnaît ouvertement l'existence des chambres à gaz. Il ignore même les documents issus de la conférence et du protocole de Wannsee du 20 janvier 1942, où furent pourtant discutées par les plus hauts fonctionnaires nazis les modalités techniques de ce qu'ils appelèrent la solution finale, à savoir l'organisation de la déportation et de l'extermination des juifs et des voyageurs à l'échelle européenne. Avec l'attitude d'Israël, ça n'a pas aidé. C'est plus que là, c'est très minoritaire, hein. C'est très 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 minoritaire, je viens de le dire, c'est très 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 minoritaire, mais la détestation d'Israël par beaucoup fait qu'il y en a, parmi les négationnistes et parmi les vrais militants antisémites, il y en a qui essayent de profiter de cette séquence qui s'est ouverte depuis le 7 octobre pour aller repourrir le débat en faisant revenir par la petite porte un peu les Dieudo, Soral et compagnie. Donc par rapport aux années 2000, par rapport à la Dieudomania de l'époque, c'est extrêmement minoritaire, mais en tout cas les négationnistes, les complotistes antisémites et tout ce monde-là, et ben là, ils voient la séquence qui s'est ouverte depuis le 7 octobre, ils voient cette espèce de haine qui est envers Israël, et du coup, ils essayent d'en profiter pour revenir leur idéologie de merde là-dedans, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut être attentif par rapport à ça. Mais ça reste, par rapport à l'époque, ça reste extrêmement minoritaire, et quand même, on a avancé depuis l'époque de Diodo Soral, force est de le constater. Mais moi, sur Instagram, je vois régulièrement Soral pop, quoi. Ou des trucs de Dieudonné, etc., quoi. Donc quand même. On voit bien que Dieudo, il a tenté de faire un mini comeback médiatique. On en parle un petit peu plus depuis le 7 octobre de Dieudonné qu'avant. Hein. Voilà. Mais justement, il faut pas se laisser attraper par ça. Et il faut continuer à dénoncer toutes leurs saloperies et le faire franchement, quoi. Sans ça, au bout d'un moment, voilà. 6 camps de concentration et d'extermination. Pourtant, l'historien Christopher Browning note que tout... Il faut aussi savoir analyser le rôle de l'État dans l'extrémisation de l'idéologie de Dieudonné. Non. Oui, ok, d'accord. Alors ça va, c'est pas totalement sa faute s'il est devenu négationniste, qu'il a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce pendant 10 ans. C'est aussi l'État du plus gentil avec lui. Bon, ça va. Absolument tout dans les archives du protocole de Wannsee indique clairement que les implications en termes de génocide... Je vois ce que tu veux dire, mais bon, en Big 2025...
totalement et manifestement clair, l'objectif est de tuer chaque juif en Europe, de l'Irlande à l'Oural et de l'Arctique à la Méditerranée. Mais Faurisson fait comme si ça n'existait pas. Comme il ignorera d'ailleurs l'étude du professeur Jan Markiewicz qui démontrera en 1994 qu'à Auschwitz, il y a une concentration de cyanure extrêmement élevée, uniquement... Bah, il a raison en vrai, non mais alors, précisez ce que vous voulez dire, peut-être que j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Hein. Sans parler du dernier spectacle produit par Conversano, sérieux ? Oh, je savais même pas ça. Wow. Oui, c'est pas à cause de l'État qu'il a bossé avec Faurisson, on va pas le dédouaner. Bah ouais. Son premier sketch a endigué une vague de haine et de censure. Le tout premier sketch qu'il avait fait à la télé là, qui était un peu pas clair et tout. Ouais, mais enfin, je veux dire, qu'il y ait une levée de bouclier par rapport à ça, ok, mais c'est lui ce qui s'est dit en mode genre, ah ok, je vois bien ce que ça veut dire, c'est que les juifs contrôlent le monde, je vais en faire mon fonds de commerce. Ça a été ça sa réaction à Dieudonné. Ça va. Ça va. Là où se trouvaient les chambres à gaz. Résidu qui établit de manière indiscutable l'usage d'un insecticide mortel pour l'homme, le... Tu portes bien ton pseudo en tout cas, le rouge-blanc complotiste, je trouve. Zyklon B dans des espaces hermétiques conçus pour y enfermer des humains. Zyklon B, dont les documents officiels de l'entreprise Degesch qui en assurait la production montrent d'ailleurs qu'ils étaient commandés en masse par les SS à destination des camps de concentration. Au point que les SS étaient considérés par l'entreprise comme, je cite, des clients prioritaires. D'ailleurs, je finis juste là-dessus. Il a complètement vrillé, attention, je ne dis pas le contraire, mais il a été foutu dans la lessiveuse médiatique pendant des années. Oui, mais il a été foutu dans la lessiveuse médiatique pendant des années parce que dès le premier truc, il s'est dit, vas-y, je vais faire mon fonds de commerce. Je vais faire de ça mon fonds de commerce. Il s'est engouffré par opportunisme dans cette brèche du complotisme antisémite parce que, au bout d'un moment, ça a été vendeur pour lui. Et c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps dans la lessiveuse médiatique. C'est pour cette raison et pour aucune autre, quoi. Et quand il était en bif avec Manuel Valls et compagnie, il avait déjà invité Robert Faurisson sur scène. Il était déjà pote avec Soral, il faisait déjà tout ça, quoi. C'est pas à force de se faire maltraiter par Manuel Valls parce qu'il défendait la Palestine, il a fini par virer antisémite. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Et en plus, quand il a fait son premier sketch, après, il a été réinvité à un moment donné à la télévision par Ardisson. Il avait discuté avec Ardisson de tout ça. Et Ardisson, il lui disait, je comprends pas quel est le souci avec ce genre d'analogie, etc. Alors après, la tech d'Ardisson, elle était pas claire par rapport à ça aussi. Je vois ce que tu veux dire. Mais à un moment donné, il a eu la possibilité d'aller dans une direction ou l'autre. Il aurait pu même revenir dans les médias et pas être archi hard cancel comme ça du jour au lendemain s'il avait pris d'autres décisions. Et là, il s'est dit, ok, d'accord, j'ai compris ce que ça veut dire. Le problème, c'est les juifs. Et du coup, il en a fait son fonds de commerce. Donc non. Là-dessus, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Auschwitz représentait aussi... Bref, allez, on revient à la vidéo. Comme, je cite, des clients prioritaires. D'ailleurs, le camp d'Auschwitz représentait aussi, à lui seul, 1/10 des ventes de Zyklon B d'une autre entreprise, la Testa, en 1942 et 1943. C'est des quantités absolument énormes. L'historien Hervé Joly explique d'ailleurs à ce propos que ça dépasse, mais de très très loin, ce dont aurait eu besoin un camp de la taille d'Auschwitz pour un usage sanitaire. À moins que l'objectif n'ait jamais été de tuer des poux, comme le prétendait Faurisson. D'ailleurs, autre preuve, s'il en fallait encore, que le Zyklon B était utilisé pour assassiner des humains, malgré les quantités énormes achetées par les SS, on a retrouvé des preuves que ceux-ci achetaient aussi du Tritox et de l'Aréginal, deux autres insecticides qu'ils utilisaient, eux, effectivement, pour les fumigations des bâtiments et les chambres d'épouillage. À quoi pouvaient donc bien servir les tonnes de Zyklon B achetées par les SS si ceux-ci utilisaient d'autres insecticides pour les poux ? À tuer des gens, comme l'affirme absolument tout le monde, à part les négationnistes comme Robert Faurisson. D'ailleurs, Gerhard Peters, le gérant de l'entreprise Degesch, l'entreprise qui produisait le Zyklon B, reconnaîtra lors d'un interrogatoire en octobre 1947 qu'il avait été informé pendant la guerre par l'Obersturmführer SS Kurt Gerstein qu'un usage homicide serait fait du Zyklon B. Il expliqua, je cite, Gerstein... Ok, donc là on est vraiment sur une vidéo de débunkage assez technique. Mais ouais, hein, ça semble tellement incroyable de devoir encore appeler tout ça en 2025. Et ouais, hein. Bah ouais. Ça sert à quoi en vrai cette vidéo? Les négationnistes arrêteront pas de l'être en la voyant. De se rappeler un petit peu de tout ça, quoi. Et s'il fait ça en ce moment, je pense qu'il y a aussi un peu une raison, quoi. Il me reçut en disant qu'il devait pour commencer m'obliger au plus grand secret dans une affaire secrète du Reich. Il s'agissait de l'emploi d'acide prussique, non point pour la désinfection, mais contre des hommes. Tout prouve donc... Et je tiens à dire que le sujet du négationnisme, c'est pas la première fois qu'il le traite, Mathieu Burgalassi, c'est un de ses sujets de spécialité aussi. Il a vraiment taffé le truc, donc là il fait la vidéo là-dessus, voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Faurisson a complètement tort. Et puis débunker ces trucs comme ça, il y a des nouvelles générations qui sont pas forcément au courant de tout ça, quoi. Il y a certains sujets, il faut continuer à les traiter sur le temps long pour que ceux qui sont pas encore trop renseignés dessus finissent par l'être, quoi. Voilà. Dites-vous, il y a des gens qui ont la même rhétorique que Faurisson dans des ministères pour parler des colonies françaises. En plus, ouais, de fou.
des chambres à gaz utilisées dans les camps de concentration pour commettre un génocide. Chambres à gaz dont on connaît d'ailleurs parfaitement le fonctionnement, en raison de la documentation technique et des plans récupérés après la guerre, auxquels s'ajoute en plus le témoignage du fameux Kurt Gerstein dont je viens de parler. Kurt Gerstein, qui en plus d'être un Obersturmführer SS, était aussi un ingénieur qui participa à la mise en œuvre de la solution finale et qui décrivit après-guerre dans un rapport les détails du processus de mise à mort dans les chambres à gaz auquel il assista personnellement. En fait, c'est simple. Rien dans la documentation historique, que ce soit les archives ou les témoignages, ne va dans le sens de Forisson et des négationnistes. Au contraire même, tout démontre que les négationnistes ont tort et qu'ils ne respectent pas les bases les plus élémentaires de la méthode scientifique. En fait, la technique de Robert Forisson, c'est de nier les preuves. Tout document ou témoignage qui ne va pas dans son sens est un faux. Évidemment, il est incapable de prouver que c'est un faux. Il se contente juste de crier au grand complot international et de dire que tout le monde ment. C'est d'ailleurs comme ça qu'il évite... Alors aussi, pourquoi il fait cette vidéo-là à ce moment-là? C'est qu'il y a eu des actualités il y a pas très longtemps aussi sur le négationnisme. Je sais pas si vous en souvenez. D'ailleurs, il avait fait une vidéo, Mathieu Burgalassi, et certains à gauche étaient en mode genre... Par rapport à Étienne Chouard. Étienne Chouard, qu'a dit il y a pas si longtemps, c'était il y a moins de 10 ans, que Robert Forisson, c'était pas inintéressant parce qu'au moins il posait des questions, ce genre de choses, et qu'il a pris comme un interlocuteur, peut-être pas un interlocuteur, mais comme un intellectuel légitime à se dire, moi je sais pas, je peux pas répondre à ces questions, je suis pas un spécialiste du sujet, on peut en débattre. Voilà, c'était il y a pas longtemps. Ça, c'était cette année tout le Étienne Chouard Gate, quoi. Justement, il avait fait une vidéo en mode genre aller débattre avec Étienne Chouard, sans même lui rappeler instantanément tous les trucs par rapport aux négationnistes, parce que ce gars-là est quasiment un négationniste. Ou en tout cas, il a fricoté un peu avec des négationnistes. Voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'il fait la vidéo, Mathieu Burgalassi. Il y a des moments où ça revient par la petite porte et on ne s'y attendait pas, quoi. Voilà. La question des survivants et des témoins directs des gazages. Pour lui, ce sont tous des menteurs, pas besoin d'écouter ce qu'ils ont à dire. Défendre complètement ses propos à Étienne Chouard. Bon bah ok, excusez-moi. Évidemment, Robert Forisson sera complètement débunké par tous les historiens et son travail ne recevra jamais aucun crédit dans le monde scientifique. En 2017, le tribunal de grande instance de Paris jugera même que Robert Forisson est un menteur, un falsificateur et un faussaire de l'histoire. C'est marrant, on se demande mais pourquoi on fait des vidéos sur le négationnisme encore en 2025? Je parle d'Étienne Chouard et ça commence à faire... Alors Étienne Chouard, non ça va, c'est pas tant un négationniste que ça. Bon bah peut-être qu'on a raison de refaire des vidéos là-dessus, quoi. On peut dire qu'il a dit de la merde sans déformer ses propos. Alors, je crois, il avait dit des trucs par rapport à Forisson. Enfin, il a fait des trucs, il a fait des feats avec Soral, Étienne Chouard à un moment donné, quoi. Ok. Bah attendez, je vais vérifier. Blogueur français. Mais je veux dire, de temps en temps, ça revient ce truc-là. Accusation d'antisémitisme et de négationnisme. Attendez. C'est peut-être pas Forisson. Attendez. Non, c'était pas par rapport à Forisson, c'était par rapport à Soral. Attends. Bougez pas. C'est louange adressée par celui-ci à Alain Soral. Alors, c'était pas Forisson directement, c'était Soral plutôt. C'est Soral lui disait non, mais moi je trouve que c'est quelqu'un qui peut être intéressant, on peut discuter avec lui. C'est par rapport à Soral, c'est pas par rapport à Forisson. Je crois qu'effectivement je me suis trompé. Bon. Ouais, au pire, allez voir la vidéo de Burgalassi. Comme ça sera plus clair, effectivement. Hélas, son travail trouvera un certain écho à l'extrême droite, et des figures comme Alain Soral ou Dieudonné participeront à le diffuser activement auprès d'un public antisémite. Car... Oui, sans parler même de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui, effectivement, aussi a joué la carte du négationnisme à un moment donné, là, le fameux truc du détail de l'histoire, etc. Voilà. À partir du moment où Forisson a ouvert un peu cette brèche de donner une pseudo-légitimité au négationnisme, il y a des gens qui sont engouffrés dedans, par antisémitisme, évidemment. Ne l'oublions pas, c'est toujours l'antisémitisme qui est au cœur du négationnisme, cette apologie du crime par négation du crime, comme l'écrivait Pierre Vidal-Naquet. Attendez, sur Chouard. Chouard est entraîné vers le bas par son propre poids. Étienne Chouard conteste l'existence des chambres à gaz et en demandant la démonstration par des historiens. Le travail a été fait, une loi est passée, la justice passera, nous le saisissons pour ses propos négationnistes. Je vous propose de regarder ça juste après. Mais cet extrait, si vous l'avez pas vu, avec Denis Robert et Mathias Enthoven, genre... Chouard, quoi. Enfin, il pue la merde. Là-dessus, il pue la merde, voilà. Voilà, j'aimerais finir cette vidéo par le témoignage poignant de Robert Badinter lors de son procès face à Robert Forisson, qui, je crois, ramènera la réalité humaine au cœur de ce qui n'aurait jamais dû être un débat. Monsieur Forisson, tout à l'heure... Robert Badinter qui a été panthéonisé jeudi, voilà, il y a quelques jours. Donc Robert Badinter, pour ceux qui c'est celui qui a aboli la peine de mort en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux de François Mitterrand en 1981. Encore vous a répété, oui,
cette escroquerie politico-financière. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts sont devenus les instruments conscients, utilisés par tous les juifs. Pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Je reverrai toujours ma mère recevant les misérables indemnités. Alors elle était quoi? La complice d'une escroquerie politico-financière? C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là. Et ses fils, nous étions quoi? Les profiteurs? Les bénéficiaires de cette escroquerie? Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir. Eh ben, waouh, je le connaissais pas cet extrait, je l'avais jamais vu. L'extrait est chaud, hein. L'extrait est énervé, genre, oh waouh, ça dit les termes, j'ai envie de dire. Hein. Puis tu sens qu'il est habité par rapport à ça en tant que. C'est sa mère qui a été déportée à Baninter? Je sais plus exactement. Attendez. C'est ce qu'il dit, hein. Yiddishland, arrivé en France en 1919. Ah, c'est ça. Attendez. Sa grand-mère lui parle en yiddish, son père est arrêté par la Gestapo. Ouais, voilà, c'est directement la génération de ses parents, quoi. Donc, évidemment, hein, évidemment qu'il prend tout ça très très mal. Hein. Et oui, d'ailleurs, sa tombe a été profanée par l'extrême droite, n'oublions pas. Ouais, juste avant sa pontification, l'extrême droite a profané sa tombe, quoi. Donc, bon. Voilà, hein. On voit très bien un peu quels sont les différents camps des uns des autres, j'ai envie de dire. L'extrême droite, d'un côté, est toujours aussi antisémite. Ils le sont d'une manière différente, mais pour certains militants d'extrême droite assumés, ils sont vraiment en mode genre non, plus ou moins nazis, quoi. Voilà. C'est son père, du coup, son père qui a été déporté. Bon, bref, en tout cas, c'est ses parents, quoi. La génération de ses parents. C'est rude, hein. C'est rude. Du coup, on va juste regarder ça, là, pour finir sur le débat sur Étienne Chouard. Bon, pourquoi refaire en Big 2025 encore une vidéo pour rappeler juste les bases et faire un débunkage en bonne et due forme du négationnisme et de Robert Forisson? Pourquoi c'est pas totalement inutile? Bah regardez cet extrait et puis vous le verrez peut-être. Hein. Donc cet extrait date d'il y a déjà quelques années. Hein. Déjà il y a un signe qui ne trompe pas. Denis Robert était aux médias. C'était avant Blast. Blast n'existait pas encore à l'époque. C'était quoi? C'est 2019, un truc comme ça, cet extrait? Je sais plus exactement. Mais ça a quelques années. Hein. Ça a plus de 5 ans. Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute? Donc ça, c'était après toutes les polémiques par rapport au fait qu'il ait donné du gaz à Soral, etc., etc. Et donc du coup, là, à l'occasion de cette invitation aux médias, ils ont, il y a Denis Robert qui lui a un peu posé les questions en mode genre bon bah ok, on en parle honnêtement, on essaye d'éclaircir ce truc-là et regardez comment il a éclairci Étienne Chouard, éclaté au sol. Toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Il a juste à répondre bah non, c'est établi par la recherche en histoire que oui. Il avait juste à répondre ça. Hein. Ah, oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Juin 2019. Mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Pourquoi je peux? Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute. Juste, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire oui. Parce qu'il dit oui, j'y connais rien, j'y connais. Mais pourquoi t'en as parlé autant? Mais pourquoi il était déjà englué dans une polémique à ce moment-là? C'est ça le truc. Donc vraiment, quand t'es englué par une polémique comme ça, la moindre des choses, c'est un peu de renseigner derrière, quoi. Il est en mode genre, non, moi je peux toujours pas dire, j'y connais rien. Bah, lis un truc, je sais pas. Regarde, t'aurais pu regarder la vidéo de Mathieu Burgalassi, en fait. Vidéo de 10 minutes, explique tout. Dans le détail, une vidéo de 10 minutes est largement suffisante pour dire, bah oui, il y a pas de doute à avoir. Voilà. Aucun doute, parce que sinon je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant là, tu vois. Parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une opinion. Est-ce qu'on a une certitude, par exemple, sur le fait que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil? Il y a des trucs, normalement, genre il y a un tel consensus scientifique qu'on peut passer à autre chose, quoi. Sans ça, voilà. Je suis pour qu'il s'exprime, mais tu peux pas. C'est pas que t'es un criminel, c'est que à ton niveau. Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait. Tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que
que tu t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... Parce que c'est absolument pas mon sujet, j'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout de travailler le sujet. C'est ça qui t'est reproché. Sur les chambres à gaz, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit le confusionnisme. On parler de ça. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz. Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des, comment dire, que eux peuvent s'exprimer. Le confusionnisme, c'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Donc à un moment donné, il faut que sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. Que je dise, les chambres à gaz ont existé de façon tranchée. Le débat est trop bizarre, quoi. Le débat est trop bizarre. Pourquoi il est là à faire non, mais attendez, mais dadadi, dadada. Bah, pour les raisons parce que je sais pas, quoi. Il est en mode genre oui, mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il y en a des sympas, des négationnistes quand même. Il est en train de s'embourber. Non ambigu. Non mais juste, je peux le dire si vous voulez. Rendez-vous compte du truc. J'ai rien lu là-dessus. Vous parliez notamment du travail des historiens qui doit être fait, etc. Pour les chambres à gaz, c'est incontestable qu'il y a eu un travail historique qui a été fait, qui aujourd'hui fait que sans vous pencher sur. Moi, j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais au lycée. J'ai étudié l'histoire un tout petit peu pendant mes études et ensuite je me suis un tout petit peu renseigné. Je suis absolument pas un expert de la Shoah. J'ai regardé l'extermination des Juifs de France de William Carrel, qui a fait une série de documentaires qui était très intéressante. Mais je veux dire, je suis pas un expert. Non, mais j'entends, mais si vous préférez. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour dire, bah oui, il y a consensus là-dessus. Et à partir du moment où justement t'es en mode genre, je pose juste des questions, c'est déjà un énorme red flag et c'est déjà une faute politique en réalité. J'ai pas besoin d'avoir lu des. Et c'est déjà presque une forme de proto-négationnisme, quoi, vous voyez. Ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde. On est d'accord? Oui, voilà. Oui. Bah voilà. Et j'ai pas besoin d'avoir lu 50 ouvrages scientifiques pour affirmer que des chambres à gaz existent. Voilà. Et surtout quand tu sais, les gens qui ont fait émerger cette théorie de se poser une question sur est-ce que l'histoire a bien été écrite précisément sur ce sujet-là, c'est pas des révisionnistes sur tous les sujets historiques, c'est pas des gens qui disent ok, on a un problème d'épistémologie dans l'histoire, du coup il faut réanalyser toute l'histoire humaine parce que là il y a plein de mensonges. Non, c'est uniquement sur le sujet des chambres à gaz, et de la Shoah, et c'est uniquement des anciens collaborationnistes et des anciens nazis pour tenter de se blanchir, puis après Robert Faurisson pour tenter de donner une légitimité à ce truc et faire son beurre dessus, quoi. Donc je veux dire, il y a aucun historien ou quoi que ce soit qui, pour des raisons à peu près valables, se pose des questions sur ce sujet-là. Les seuls qui font ça, c'est des putains de nazis. Donc à partir du moment où t'es pas carré sur cette question et que tu dis je sais pas, c'est que tu donnes de la force à des nazis. Point à la ligne en fait. Alors après je dis pas qu'Étienne Chouard est un nazi, mais de fait il donne de la force à des nazis quand il fait ça, quoi. Et donc c'est pour ça que refaire des vidéos sur le négationnisme et tout, même en Big 2025, c'est pas forcément inutile. Voilà, on a quand même eu deux créateurs de contenu de gauche qui ont débattu avec Étienne Chouard cette année, vous voyez. En plus, c'est des gens que j'aime bien qui ont débattu avec Étienne Chouard. Moi, je ne cancelle personne dans cette histoire. Sachant que c'était pas du tout pour parler de ça, et si la question était venue sur le tapis, les deux qui ont débattu avec Chouard, ça aurait été carré, il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a aucun souci. Mais, voilà. Bref. Tout ça pour dire que, bah ouais, cette vidéo-là était pas inutile. Même si, effectivement, on se dit, mais attends, on est encore là-dessus en 2025 à devoir rappeler ça. Bah ouais.